Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tel League, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour la dernière preview de division, la 8e et dernière et non des moindres, puisqu'on va parler des champions en titre, la NFC Est avec les Philadelphia Eagles, avec les Dallas Cowboys, avec les Washington Commanders et avec une 4e franchise dont nous préférons taire le nom pour votre santé mentale à tous. Pour m'accompagner aujourd'hui, mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et là, je peux le dire pour de bon, c'est vraiment la dernière ligne droite, que dis-je, le dernier virage, les 25 derniers mètres avant le début de la saison, puisque ça y est, on attaque la NFC Est, la division des champions, au sens propre comme au figuré, puisque toutes ces équipes ont au moins un titre. Alors palmarès, c'est la seule division de la Ligue, et les champions en titre en sont issus, vous le savez tous, ce sont les Eagles de Philadelphie. La hiérarchie va-t-elle changer ? Quel mouvement pour la saison ? Mystère, on va parler un petit peu de tout ça ce soir. Avec moi le premier des deux Giants, parce que oui, vous savez, notre rédaction de TPO pullule de Giants telle une mauvaise acné sur le front d'une adolescente. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir à tous et bonsoir à toute l'équipe. Écoute, ça va bien. Je suis très content de venir sur cette preview de la division NFC Est. Et puis on va parler des Giants qui se refont la cerise un petit peu et du reste, puis d'une grosse équipe qui domine pas mal la division quand même aussi. Celui qui ne manquera pas de vous donner sa stat qu'il nous sort maintenant depuis 4 ans sans arrêt, à savoir que l'équipe championne de l'année précédente ne gagne jamais la division NFC Est. Attendez-vous à avoir encore cette stat, parce que comme une bonne vieille personne qu'il est, il aime bien répéter tout le temps les mêmes choses. C'est mon Yaya. Salut Yaya, comment tu vas ? Salut à toutes, salut à tous. Eh bien, je vais juste corriger Seb pour une fois. C'est la seule division où toutes les équipes ont au moins 2 Super Bowls. Voilà. Et voilà, c'est la seule chose c'est que je peux dire. Oui, on va parler d'une division là, qui était avant la NFC List. Maintenant, c'est la NFC Beast. Ouais. Ouais, bon, oui. Alors ce lancement peut-être, je suis pas sûr. Ça dépend pour qui. Clairement, je suis pas sûr. Jusqu'à en FC Ouest, jusqu'à en FC Nord, ouais, bon, je suis pas convaincu, mais bon, admettons. Tu nous donneras tes arguments parce que je veux bien les entendre. Ah ben le Nord, c'est la plus surcotée de l'histoire. Bon, la Ouest, je veux bien, mais il y a les Cardinals. Oui, bah dans la Est, il y a les Giants. Hein. Oui, mais alors voilà, on va y venir. Eh ben, on va en parler. Alors, quand on est fan d'une équipe comme les Saints, on se fait discret, monsieur Flav. On se fait discret. Donc, Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend le classement dans l'ordre inverse, donc ce ne sera pas une surprise pour vous de découvrir qu'on va commencer par le plus mauvaise des équipes de la NFC Est. Les Giants de New York, 3 victoires, 14 défaites l'an dernier. Ça ne sera pas mieux cette année, je vous le dis tout de suite. Il y a eu des changements, il y a eu notamment un changement de quarterback. Alors, je vais laisser mon Seb, tu prépares les popcorn pour nous deux, on va laisser les deux parler et puis on rajoutera éventuellement s'il nous reste à peu près 20 secondes dans ce podcast pour rajouter des éléments. Mon Yaya, qu'est-ce que t'attends de tes Giants dans cette année ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Alors, qu'est-ce qui te fait peur les Giants déjà, oui. Oui, tout à fait. Alors après, c'est une intersaison un peu en mode reconstruction. Fin de l'ère Daniel Jones, début d'une nouvelle ère, avec surtout dans l'objectif de se dire on va blinder la défense. Donc avec déjà c'était un petit peu le cas l'année dernière avec l'arrivée de Brian Burns qui a fait une saison très correcte, décevante du côté de Thibodeau. On a toujours Dexter Lawrence qui peut performer, et puis du coup dans le backfield on a un petit peu été chercher des signatures avec un joueur que tu connais, Paulson Adebo, et également Hollande qui est arrivé. Donc du coup l'objectif il est clair, c'est de blinder la défense, faire en sorte qu'elle redevienne une place forte. Et puis après, l'objectif, ça va être toujours pareil,
la ligne offensive avec un joueur clé, je vais le citer tout de suite, c'est Andrew Thomas. S'il peut être en santé toute la saison, c'est un petit peu le point clé. C'est-à-dire que l'année dernière, ça n'a pas tourné. Pour faire un petit comeback sur l'année dernière, le début de saison, ça aurait pu tourner différemment, mais comme d'habitude, on n'a pas le droit au bonheur quand on est fan des Giants. On aurait dû faire un match beaucoup plus abouti du côté de Washington, mais comme le kicker s'est blessé quasiment dès le début, il n'y a eu aucune transformation. Donc que des transformations à 2 points qui ont échoué, et tu perds le match 21 à 18. T'aurais mis, ça aurait pu faire un tout autre score. Ce qui a lancé une autre équipe. Mais avec des si, on coupe du bois. Oui, et puis avec des sites, c'est quoi ? Vous gagnez peut-être des Super Bowls, vous aussi. Mais bon, allez, on en parlera une autre fois. Mais voilà, à peu près un tour d'horizon sur les Giants. Je vais laisser quand même la balle à mon ami Bertrand. Bon, Bertrand, toi, qu'est-ce que tu attends de cette saison des Giants ? Je vais être plus nuancé que notre ami Yaya. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, je trouve qu'on était à la place où on devait être. Basta, c'était clair. On a effectivement, on vivotait avec Daniel Jones. On avait quelques soubresauts avec Tyron Tracy Jr. qui de son année rookie, qui avait bien performé. On faisait la découverte de Malik Neighbors, et heureusement pour le coup, Daniel Jones ne l'a pas totalement fracassé en sortie de cette saison-là. Et au niveau de la défense, effectivement, Brian Burns faisait le taf quand Kevin Thibodeau, lui, de son côté, a été beaucoup plus moyen au final. Donc heureusement, on a Dexter Lawrence, on a eu un gros talent avec lui. On perd ces années qu'on est en train de les faire défiler de notre côté, du côté d'Dexter Lawrence, parce que c'est un énorme talent qui mériterait vraiment de choper une bague à un moment donné. Et on a toujours eu un backfield défensif très, très light, voire très léger, où Deontay Banks, qui était pourtant un premier choix de draft aussi, pour le coup, déçoit et n'apporte pas vraiment, ou n'a pas apporté, en tout cas en termes de spirit, enfin d'esprit, d'intention de jeu, etc. Il n'a pas encore montré ce qu'il avait à faire. Donc, jusque-là, c'était normal. On a Brian Dabble et Josh Allen qui sont encore sur le coup de j'ai peur d'être débarqué. Enfin, tous les deux ont peur d'être débarqués. Et au final, le propriétaire John Mara se remettait à peine du fait de la perte de Saquon Barkley, du fait qu'il soit parti au Philadelphia Eagles. Donc, mis tout bout à bout, je dirais qu'on était à la place où on devait être. Voilà. Après, cette année, sur le retour au niveau de l'équipe et de ce qui a été fait, je pense qu'on est enfin, on peut parler que comme ça sur une supposition, c'est-à-dire à chaque fois, chaque année, on dit bon on repart sur quelque chose de bien, et puis à chaque fois on a été déçus. Là, c'est un peu la même chose, à part qu'il y a quand même des motifs d'espoir qui sont beaucoup plus importants, du fait qu'il y a déjà beaucoup plus entre guillemets de joie durant la pré-saison, d'envie, d'enthousiasme aux sorties des matchs de pré-saison qu'ils ont pu faire, une escouade de quarterback qui est très bien homogène entre un joueur très expérimenté, Russell Wilson, qui a du vécu, un jeune qui nous montre qu'il peut déjà peut-être aller, après quelques semaines, si ça se passe mal avec Russell Wilson, prendre le lead sur le terrain, et un frappadingue de Jameis Winston qui amène une légèreté dans le vestiaire. Au sorti de tout ça, tu prends aussi les mêmes joueurs avec une année supplémentaire, Malik Neighbors par exemple, qui s'entend très bien avec Russell Wilson, et on a, je trouve, voilà, après je vais laisser la parole à Seb aussi, parce qu'il n'y a pas que la monopolisation, puis il apportera des éléments statistiques qui vont être très intéressants. On a une équipe qui, pour moi, sera juste par rapport aux résultats cette année de ce qu'ils vont pouvoir faire, mais il y a un motif d'espoir pour les années à venir, et surtout d'avoir un vrai quarterback, enfin, avec Jackson Dart pour l'avenir. Est-ce que vous savez où il est né, Jackson Dart ? À Nyon. D'Artagnan, d'accord. Voilà. Ok, ça c'est fait. Très, très bonne. 2024, c'était le premier. Alors non, je te rappelle qu'en fait, on est officiellement à 9 minutes et quelques, parce que... Enfin bon, bref, toi tu sais, et puis les autres savent aussi, mais bon, c'est... Bref, vous saurez pas, parce que vous étiez pas là, non, mais Yaya fait n'importe quoi la première minute, on a du
Bref, c'est une galère, mais comme à chaque fois qu'il est là, quoi. Mon cher Seb, Russell Wilson qui arrive chez les Giants, Malik Nabers sans receveur. Est-ce que tu crois que les Giants peuvent faire, allez, on va pas aller trop loin, mieux que l'an dernier? Alors, C'est pas trop difficile. Je vais être au moins aussi nuancé que Bertrand. En effet, ces dernières années, la médiocrité des résultats des Giants a été très souvent imputée à l'incompétence quasi généralisée de leur quarterback. Rendez-vous compte, même Tim Boyle n'a pas pu les sortir de cette ornière, c'est dire c'est compliqué. Là, ils font quand même venir Russell Wilson et Jameis Winston. Ses meilleures années, d'accord, sont derrière lui, mais il a toujours un bon bras. Il a encore un peu de mobilité. Il l'a montré à Pittsburgh la saison dernière. Et on ne peut quand même pas dire que c'est le perdreau de l'année. Autour de lui, effectivement, Malik Nabers, 109 réceptions, 1204 yards, 7 touchdowns l'année dernière en tant que rookie. Il a prouvé qu'il pouvait être un receveur one d'entrée de jeu. Sur l'autre aile, il y a Darius Slayton qui peut être plus productif avec un meilleur quarterback, et Slayton qui est un joueur, à mon sens, très sous-estimé. Au sol, ils ont mis de gros espoirs en leur rookie Cam Sketchboo. Ils voient en lui un nouveau Christian McCaffrey, et donc cette ligne, comme l'a dit Yaya, dont on espère une bonne santé, en particulier pour Andrew Thomas. Ils ont fait venir des vétérans sur la ligne. Tyron Tracy Jr. est toujours là. Il avait fait une excellente saison l'année dernière. Il y a une base. En défense, il faut se rappeler que les Giants, lors de leurs grandes années, en particulier les années où ils ont gagné le titre, c'est une équipe qui s'est énormément reposée sur son pass rush, et ils voudraient retrouver cet éclat. Faire venir Brian Burns en 2024, ça a été un très bon pas en avant. Effectivement, il a très heureusement complété Kayvon Thibodeau. Ils ont ajouté encore un peu de profondeur en draftant le edge Abdul Carter de Penn State au premier tour, et qui était considéré comme le meilleur rusher de la promo. Là-dessus, on ajoute Dexter Lawrence et ses 9 sacs en 2024, Rakim Nunez-Roches, et on a un pass rush qui a quand même un effectif très profond. Le backfield était en effet à la traîne la saison dernière. Pour essayer d'y remédier, les Giants ont signé Paulson Adebo, 52 plaquages, 3 interceptions. Là aussi, un joueur sous-estimé à mon goût. Il viendra en aide à Deontay Banks sur l'autre aile, qui a été en grosse difficulté la saison dernière. À noter aussi l'arrivée de Javon Holland de Miami, 62 plaquages, 4 passes déviées la saison passée. 2 interrogations quand même. 1, est-ce la saison de la dernière chance pour donc le general manager Joe Schoen, l'homme qui a dit que Saquon Barkley ne courrait pas 2 milliards, donc on pouvait le laisser partir, je vous le rappelle, et Brian Daboll, qui peut exhiber le magnifique bilan de 18 victoires et 32 défaites en 3 saisons. Et surtout, malgré toute cette place pour les progrès, la brutalité du calendrier impitoyable qu'il leur a imposé risque d'être un gros écueil pour eux. On commence quand même avec Washington, Dallas, Kansas City et les Chargers. Et ça, c'est que les 4 premières journées. Bon courage. Et ça s'améliore pas la 5e. Il va y avoir des bleus, ça ferme. Ça s'améliore pas, en effet. On va revenir là-dessus. Je te laisse revenir là-dessus. Parce que la 5e, c'est les Saints. Donc autant vous dire qu'il y a une sacrée épine dans le pied. Bertrand. Oui, quasiment une bye week, quoi. Tu connais mon amour, Flav, pour les lignes offensives. Et je t'ai toujours dit qu'une réussite d'une équipe partait sur la ligne offensive dès le départ, et d'avoir des bons joueurs en ligne offensive. Donc, pour le coup, moi, ce que je trouve, et là, Yaya sera d'accord avec moi, c'est qu'on commence à avoir quelque chose, d'une cohésion un petit peu plus importante quand même. On avait Evan Neal qui était en right tackle, ils vont le replacer en garde parce qu'ils ont enfin compris qu'il était mauvais en right tackle. Donc, pour le coup, c'est quand même déjà une bonne chose. Tu as toujours Elway Monor qui est très bon, Van Ranton. J'espère que John Michael Schmitz va enfin apporter plus que ce qu'il n'apporte là, même s'il me fait un petit peu peur, ça me semble encore un peu léger. Et puis après, bien sûr, si le tackle gauche, rappelle-moi son vieillard, je ne sais plus. Tackle gauche, on en parlait tout à l'heure. Andrew Thomas, pardon. S'il performe et qu'il reste en bonne santé, on peut avoir une ligne qui enfin est homogène, reste sur le terrain et protège suffisamment bien Russell Wilson, puisque c'est lui qui va démarrer et peut-être qu'il fera toute la saison, tout au long de la saison. Voilà. Et ça serait bien parce que ça permettrait enfin que tout le reste découle pour au moins avoir un minimum de résultats.
je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Flav tout à l'heure en disant ils sont à 4, fini à 4-13, ça va finir sur la même mayonnaise cette année. Moi, j'ai dit 3-14. Ou 3-14, pardon. Donc non, moi je pense qu'il y aura plus de victoires malgré tout, malgré la difficulté du calendrier. Et je pense que tu vas aller chercher où tes victoires, mon Bertrand? Attends, moi je pense que c'est cette difficulté du calendrier qui va justement booster l'équipe aussi, parce que au final, c'est dans l'adversité et on sent que l'équipe rattrape une motivation et je dirais un espoir en tout cas cette année. Et je pense que ils vont être solidaires dans cette difficulté, même s'ils savent que ça sera compliqué. Mais je te dis pas qu'ils vont solidaire, c'est pas pour ça que tu gagnes. Hein. Je te dis pas qu'ils vont faire 3 victoires, qu'ils vont faire 9 victoires, mais je pense qu'on sera à 7. Moi, je pense qu'on peut être à 7 victoires. 7 victoires, oui, tout à fait. On peut être à 7 victoires et on reprendra. Alors, on reprendra à la fin de la saison régulière. Ah bah, ça qu'on dit bien. Ouais. Et vous verrez qu'on sera sûrement à 7 victoires si effectivement tout clique et que tout le monde reste en bonne santé et que, entre guillemets, l'espoir qu'on a maintenant permettra d'arriver jusqu'au bout. Non, t'as dit 7 victoires, il n'y a pas de 6 à clic, parce qu'après on va me dire non, mais ça n'a pas cliqué. Non. 7 victoires. Non, moi je reste persuadé que c'est possible d'avoir 7 victoires. Parce que l'équipe revit bien les choses, parce qu'il y a une homogénéité qui se fait, parce que quand on regarde les lignes, bien sûr que le backfield défensif est plus limité pour le moment, malheureusement, mais je pense qu'il y a un équilibre qui est beaucoup plus important et qu'il y a moyen d'aller chercher de passer de 4 victoires à 3 de plus. À un moment donné, les Chargers, on a beau me dire les Chargers, je suis désolé, ils sont prenables à un moment donné, même avec l'équipe effective qu'ils ont. Après, je te dis pas que les Eagles, les Chiefs, tout ça, non, mais ils sont prenables. Mais en dehors des Saints, il y a quasiment que des playoffables. Il y a Las Vegas et à la rigueur Chicago, et encore que Chicago peut être une surprise de la saison. Alors, regarde, Chicago, Las Vegas, après les Saints, après les Chargers, on est déjà à 4. Tu peux encore trouver 3 autres. J'ai pas le calendrier sous les yeux. Alors attends, moi je l'ai. Le calendrier, tu as par exemple les Lions, les Packers, tu as tous tes adversaires. Packers, c'est prenable. Packers, c'est prenable. C'est très homogène dans l'équipe, mais ils sont capables de perdre contre les plus faibles et de gagner contre les plus forts. Donc, comme on est les plus faibles, je te passe. Je t'enlève les adversaires de division parce que tu les connais. Je te donne les autres. Il y a donc Kansas City. Les adversaires de division, t'en prends toujours moins 1 ou 2 dans la division, hein, même si c'est les Eagles, même si c'est les Cowboys ou les Commanders. Bah, ça fait 6-7. Tu m'as demandé le calendrier, je te le donne. Bon, donc je te passe les adversaires de division, je disais, et nous passons aux autres adversaires. Donc Kansas City, Chargers, Saints, Broncos, 49ers, Bears, Packers, Lions, Patriots, à New England, hein, faut-il le préciser, Minnesota, Patriots, Las Vegas. Patriots, c'est jouable. Patriots, c'est jouable. Bien sûr. Patriots, c'est jouable. Ainsi que 2 matchs dans la division. Les Cowboys, les Cowboys, on va en parler après, mais juste, c'est entre guillemets, du côté des Cowboys, c'est une instabilité chronique entre Jerry Rice, et ça, on en parlera tout à l'heure, qui met une ambiance. Laisse-le wheeler, mets pas Jerry Rice là-dedans. Qui met une instabilité épouvantable dans sa franchise, plus les éléments, enfin, avec Micah Parsons ou toutes les situations contractuelles, et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas plus stable qu'autre chose. Et j'aimerais bien voir, au sorti de la relation avec Pickens et compagnie, comment ça va se sortir. Donc, moi, je te dis, il y a un match prenable également là. J'en arrive à 7. Attends, parce que moi, je voudrais quand même... Le premier match est à Washington, le deuxième match est à Dallas, et tu me diras ce que tu voudras sur l'instabilité de Dallas. On perdra un des deux. Il faut quand même aller gagner. Le troisième, il faut recevoir Kansas City. On va perdre. Même si tu estimes que les Chargers, c'est faisable, va falloir se remettre des 3 précédents. Hein. Ça risque d'être brutal. T'es à 2-2. Si on gagne contre les Commanders, parce qu'on gagne toujours contre les Commanders au moins une fois, si on gagne contre les Commanders, ça fait 1. Après, on perd les 2 autres, et après, on gagne notre 4e. Ça fait 2-2. Moi, je vais te dire, mon Seb, ce qui me fait peur dans la théorie de notre ami Bertrand, qui est respectable, hein, soit dit en passant, parce que bon, on peut croire aux Giants qui gagnent le Super Bowl à 13 victoires cette année. On a le droit d'avoir trop bu avant de faire l'émission, mais consommer quand même de l'alcool avec modération, les amis. C'est pas, vous voyez, on sait que les fans des Giants sont désespérés, mais quand même, on va pas aller jusque là. Mais, prenons le statement. Blague mise à part. Prenons le statement. Ce que je te dis, ce qui me fait peur, c'est que vous soyez, ce qui est quand même plus probable, hein, que d'être à 2-2 à 0-4 au bout de 4 journées,
et que à 0-4, il y a un panic move qui vire Brian Daboll, tu vois, parce que on sait qu'il est sur la sellette, Brian Daboll. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Et si t'es à 0-4 ou pire à 0-5 après une défaite contre les Saints, ce qui là serait catastrophique, il prend la porte, hein, si vous perdez contre les Saints, c'est sûr et certain. Et ben à ce moment-là, à mon avis, ça te met toute ta saison en l'air. Et les 7 victoires, tu peux les oublier. Après, c'est sûr que Alors, si je tu suis commences par une d'accord. victoire Là, à on est sur Washington, des si. non, J'étais sur mais des si, bah, t'es sur des si aussi. non, mais attends. Parce que on va gagner à Washington et on va gagner à Dallas, c'est pas des ici peut-être. J'ai dit on va gagner à Washington et on va gagner le 4e contre les Chargers. Dallas, j'ai dit qu'on le paumait là-bas. Mais bon, c'est une supposition, parce qu'on sait, on n'est pas une boule de cristal. Écoute, c'est très respectable. Moi, je pense qu'il y a de la place pour le progrès, mais que le calendrier est beaucoup trop brutal. Ce que tu dis, c'est respectable. Je dirais juste que j'attends de voir. Voilà. Concluons là-dessus, parce qu'on en sur est déjà 20 minutes. Sur notre chat interne, je ferai et de 1, et de 2, et de 3, et de 4 au fur et à mesure de la saison. Et le problème, c'est que tu vas t'arrêter à 2. C'est ça le souci. Alors. Non, mais les gars, en fait, vous faites de l'anti-giantisme primaire. Non, pas du tout. Tiens, d'ailleurs, et je vais te prouver tout de suite qu'on ne fait pas de l'anti-Giants. Non, tu sais très bien que je suis objectif, Flav. Tu sais très bien que je suis objectif et que je dis toujours que je suis objectif vis-à-vis des franchises, même la mienne. Et je sens que cette année, c'est pas pareil. Donc on verra. Ils vont pas me laisser en caser une, hein, c'est pas possible. Non. Donc, je disais, on va pas faire de l'anti-Giants, on va même faire mieux que ça. Vous savez quoi? On va faire de la pub pour les Giants parce que, alors j'ai pas le lieu, j'ai oublié, ils m'excuseront, mais je sais qu'il y a une soirée de fans des Giants qui va se faire à Paris. Dans les... Vas-y, mon Bertrand. Gare du Nord, le 7 septembre. Voilà, le 7 septembre. Donc, proche de la Gare du Nord, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est proche de la Gare du Nord, effectivement. Voilà. Et donc, si vous êtes fan des Giants, allez à la soirée qui est organisée par le compte Giants FR, Only a Giants, je suppose. C'est bien ça. Exactement. Voilà. Et vous écoutez l'excellent podcast Only a Giant et ça nous fera. Si vous êtes fan des Giants, vous allez passer un très très bon moment, j'en suis certain. Et comme ça leur fait un petit peu de pub aussi pour leur soirée, même s'ils n'en ont pas besoin, j'en suis convaincu. Mais ce sera fait quand même. Les Cowboys de Dallas. Parce qu'il faut bien qu'on parle des autres. Je suis désolé, les gars. Ben oui, on ne peut pas parler que des vôtres, non plus tout le temps. Les Dallas Cowboys, l'an dernier, 7 victoires, 10 défaites, ça avait été très très difficile en début de saison. Ça a été difficile un peu d'ailleurs toute la saison pour les Cowboys. Ils ont vécu une intersaison, on va sans doute en reparler, assez mouvementée. Alors, je tiens à préciser à nos auditeurs que l'on enregistre, pour rien vous cacher, le mercredi soir et que le podcast est diffusé le samedi matin. Ce qui veut dire qu'entre ce qu'on va dire là et éventuellement ce qui va se passer dans les 2 prochains jours, si Micah Parsons, par exemple, venait à re-signer un contrat dans les 2 jours, on ne le sait pas encore au moment où nous enregistrons. Donc on va parler avec les données qu'on a à ce moment-là. Je tiens à le préciser parce que on nous a dit sur les 49ers, oui, vous n'avez pas parlé de Brian Robinson Jr. qui est arrivé. Oui, parce que on n'enregistre pas au moment où on diffuse. Vous voyez, c'est pas toujours possible avec les emplois du temps de tout le monde. Mon Bertrand, les Cowboys, tu les vois pire que l'an dernier du coup, parce que si les Giants ont 7 victoires, il faut que les Cowboys perdent un moment. Alors, je les vois pas pire que l'an dernier. Par contre, comme je préambulais tout à l'heure, malheureusement un peu trop tôt, je trouve qu'on est sur une franchise qui est d'une instabilité chronique du fait de l'environnement dans les vestiaires et autour. Ce qui est certain, c'est qu'avec Dak Prescott, s'il est en grande forme, il y a une stat qui est passée il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur la fantasy et qui parlait de fantasy, mais qui parlait aussi des résultats des performances de Dak Prescott. En 2023, c'était un des meilleurs quarterbacks au niveau passe de touchdown de la ligue. Donc il faut qu'il reste en bonne santé, ça c'est sûr. Si tous les éléments vont bien, avec l'arrivée de George Pickens en receveur numéro 2, mais on sait et on connaît le bonhomme George Pickens, comment il est, sa manière d'être, son caractère, sa façon d'être avec les autres dans le vestiaire, c'est toujours une petite bombe à retardement. La seule valeur sûre qu'il y a, c'est CD Lamb. Ça, c'est sûr et certain. C'est le joueur qui va marquer, qui va faire ses milliards, ou en tout cas, ça c'est sûr. Et au final, qui va être la sécurité pour les Cowboys de Dallas. Au-delà de tout ça, je pense que pour le moment, cette équipe a besoin de retrouver de la sérénité, et j'ai peur que ça soit un peu trop juste, surtout pour Schottenheimer, qui me semble pour le moment ne pas prendre trop parti dans ses déclarations en étant plutôt soft et en étant
à nuancer et on va dire, à ne pas attiser le feu, mais en tout cas n'étant pas assez ferme, en tout cas dans ses propos, parce qu'il y a une gérance au-dessus qui est faite par Jerry Jones et qui malheureusement, tant qu'elle sera toujours par Jerry Jones, ne permettra pas à cette équipe des Dallas Cowboys de step up, de passer un cran supplémentaire en termes de niveau et peut-être d'aller plus loin en play-off. Je pense qu'on en restera toujours au même point. Je les vois au même niveau, on va dire, allez, 7, 8 victoires, pas plus sur la saison, puisque eux aussi se fanent de toute manière le même calendrier que nous au final. Oui, bah quasiment. Le vôtre est même un petit poil plus facile puisque il y a contre, je sais plus quel adversaire, mais vous allez croiser avec le 4e d'une division alors qu'eux vont croiser avec le 3e, donc ça va forcément être un petit peu, voilà. Mais en gros à la marge, sinon c'est à peu près le même. Ouais. Mon Seb, il y a ce cas Micah Parsons qui est toujours pas résolu. On rappelle très rapidement un désaccord contractuel. En gros, Jerry Jones dit qu'il avait un accord avec Micah Parsons, mais que l'agent a mis son nez là-dedans, oui, parce que Jerry Jones vient de découvrir qu'il y avait des agents en NFL, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, il y a une dispute contractuelle, il ne s'entraîne plus depuis quasiment 2 semaines en disant qu'il a des douleurs au dos, alors que les examens médicaux ne révèlent rien du tout. Bon, il y a ce cas Micah Parsons et il y a surtout ce premier match, on parlait du calendrier qui arrive très vite, c'est le match d'ouverture de la saison face aux Eagles de Philadelphie où tu tombes tout de suite contre un très très gros morceau. On sait que ce genre d'équipe, c'est peut-être en tout début de saison qu'ils sont prenables parce qu'il faut que ça se rôde et tout. Et là, t'arrives avec déjà un lot de problèmes pas possibles dès la première journée. Oui, mais on a l'habitude à Dallas. C'est le psychodrame quasiment chaque saison. Dallas, ton univers impitoyable. Et je suis à peu près certain que Micah Parsons, il va bientôt avoir son gros chèque. On sait très bien que Jerry Jones, il a toujours agi comme ça. Il tord le nez pour re-signer ses grosses stars. Mais au final, il le fait parce que il se rend compte qu'il vaut mieux qu'il joue pour lui que pour les autres. Et il finit par sortir le chèque. Faut quand même ne pas oublier le départ de Demarcus Lawrence, qui est resté dans l'organisation plus de 10 ans et qui a critiqué vivement l'absence de leadership de la franchise. Alors, en parlant de cette absence de leadership, est-ce qu'on va en retrouver sur la touche avec l'arrivée de Brian Schottenheimer, sa promotion plutôt au poste de head coach, lui qui était offensive coordinator jusque-là. Là, on va peut-être rapidement voir la différence de philosophie dans l'attaque entre Schottenheimer et McCarthy. Il est de notoriété publique que c'était Mike McCarthy qui appelait les jeux et que très souvent, Brian Schottenheimer, c'est un petit peu, comment dire, mordu les lèvres en voyant certains appels. Il a promis plus de mouvements avant le snap, plus de motions, etc. et plus de variété dans le jeu. La question de Dak Prescott, ça va surtout être celle de sa santé. Il a manqué 9 matchs en 2024 et 26 lors des 5 dernières saisons. Cette santé est-elle déclinante? Il utilise également moins ses jambes depuis 5 saisons, mais il faut rappeler, et Bertrand l'a bien dit, qu'il était leader en nombre de touchdowns lancés en 2023 et qu'il était cette même année deuxième dans la course au MVP. Il ne faut pas l'oublier. Le gros problème, c'est l'attaque au sol. La chute a été vertigineuse, 29e attaque au sol la saison dernière. Dallas a complètement oublié le problème en se reposant, en re-signant notamment Ezekiel Elliott. Alors, pourquoi faire? On ne sait toujours pas. Ils ont signé Javonte Williams et Mike Sanders. Ils ont drafté Jadon Blue de l'Université du Texas et Phil Maffa de Clemson en espérant que de cette running back room émerge quelque chose d'homogène et qui leur permette à nouveau de performer. On a parlé de CeeDee Lamb et de l'arrivée de George Pickens qui fera un excellent complément à condition qu'il ne soit pas occupé à se battre avec le cornerback face à lui. Le Titan Jake Ferguson, qui avait connu le Pro Bowl en 2023, a régressé en 2024. 59 réceptions, 494 yards, pas de touchdown marqué. Faut-il s'en inquiéter? Et on va parler de la ligne. Ils ont drafté le garde Tyler Booker d'Alabama, qui aura l'immense tâche de remplacer Zach Martin, retraité, futur Hall of Famer, le leader de cette ligne restant le garde gauche Tyler Smith en 4e année. La défense, alors on parlait d'instabilité, 3e defensive coordinator en 3 saisons.
C'est notre ami Matt Eberflus, ex-head coach de Chicago, qui hérite de la place. Alors, est-ce qu'il va disposer de Micah Parsons ? Je pense que oui. Est-ce qu'il disposera d'un Micah Parsons qui sera prêt et au diapason du reste de ses coéquipiers ? C'est moins sûr. DeMarcus Lawrence, que j'évoquais tout à l'heure, est remplacé par Dante Fowler Jr. Ils ont re-signé également le tackle Osa Odigizua, qui est probablement une star en devenir. 47 plaquages, dont 5 pour perte et 4 sacs et demi la saison dernière. Dans le backfield, Tevon Diggs est incertain après une opération au genou. Ils ont drafté Sean Revel Jr. De East Carolina sur le même poste. Et ils peuvent toujours compter sur Daron Bland sur l'autre aile. Schottenheimer à l'appui des joueurs et des fans. Est-ce que ça va suffire dans la division de Philadelphie et de Washington ? Moi, j'ai vraiment peur que ce soit un petit peu trop juste pour cette saison. Alors, je vais vous le faire parce que je sais qu'il va nous le faire, mais je vous le fais en avance. Bon, bah, Dallas, les Cowboys, ce que je vous dis, c'est les Cowboys, quoi. Bon, Yaya, je t'écoute. Moi, je plaide pour l'accident de l'année dernière. Je pense que c'est une équipe qui peut être un petit peu meilleure que son bilan de la laisser paraître. On sait que l'Etihad Center était une place forte aujourd'hui. L'an passé, elle ne l'était pas. Ils ont perdu plus de matchs à domicile que les 3-4 dernières années. En fait, il y a une seule chose, c'est est-ce que Dak Prescott va être là toute la saison ? Donc, c'est ça qui va être la vérité. La vérité du terrain. Nouveau coach, dès qu'ils auront un nouveau coach, ils font une bonne saison. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que sur un malentendu de faux témoins, ils peuvent faire une bonne saison, nos amis des Cowboys. Donc, à voir. Donc, tu vois, tu as été de mauvaise langue. Une fois de plus. Non, alors, on va remettre l'église au milieu du village. Soit je suis mauvaise langue, soit je suis de mauvaise foi. Mais je ne suis pas de mauvaise langue. C'est flamélique comme expression. Ça, c'est n'importe voilà, quoi. Tout à fait. Je trouve que c'est ambivalent, moi. Bon. C'est ambivalent. Voilà. Mais après, c'est pas faux. Non, voilà. Ça va pas du tout. Tu es une très mauvaise langue et je voulais pas dire d'où j'ai mes sources, mais voilà. Enfin, bon, bref. 5 secondes de silence, s'il vous plaît. J'espère que tu as bien pensé à ton ânerie, mon Yaya, parce que les gens s'ennuient pendant ces 5 secondes de silence et on est obligé de leur imposer ça. C'est terrible. Bon, Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, non. Là, je voulais rajouter juste un petit élément, tu vois, même un peu fantasy au final, mais qui va aller avec les propos qu'on a sur les Cowboys. C'est que je pense que Jaden Blue a vraiment une bonne chose à jouer là pour cette année. Javonte Williams, il arrive des Broncos où il y a eu quand même pas mal de pépins physiques. Et Miles Sanders, c'est quand même pas au début de sa carrière. Donc, moi, je miserais quand même sur ce joueur-là, pour le même dans la vérité sur le terrain. Je pense qu'ils vont peut-être miser sur ce joueur-là parce qu'il est capable de faire le mix coureur et coureur-receveur également, parce qu'il a quand même eu 56 réceptions à Texas et avec au moins 7 touchdowns déjà. Donc, je pense qu'ils vont vite se tourner vers lui à un moment donné. Donc, dans l'après, vraiment sur le terrain. Et pour votre fantasy, n'hésitez pas aussi. Pour le coup, ça sera un bon pari. Faut pas qu'ils se tournent tous en même temps vers lui, parce que sinon, forcément, ils verront plus devant eux. Alors, on passe au Washington Commanders. Et alors là, il n'y a pas 5 secondes. Non, pas du tout, parce que c'est moi qui décide quand je mets les 5 secondes de pénalité. Ah, d'accord, ok. Ok, allez, voilà. Et puis parce que cette blague, Seb a souri. Tu vois, alors qu'au tienne, personne sourit. Donc, je mets les 5 secondes quand les gens ne sourient pas. Les clients en plus de ce genre de blague. Voilà. Washington, l'an dernier, 12 victoires, 5 défaites. C'était pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus, avec un quarterback qui était rookie, Jayden Daniels, avec beaucoup de doutes au début de la saison. Beaucoup mettaient en NFC Est les Commanders assez loin, assez en retrait. Et finalement, ils ont fait une très très grande saison, puisqu'ils sont arrivés jusqu'en finale de conférence, où ça a été assez compliqué face aux Eagles. On attend forcément beaucoup, Yaya, de cette saison 2 de Jayden Daniels, mais on sait que c'est souvent aussi la saison la plus compliquée pour un quarterback qui a été rookie, c'est de confirmer la très bonne saison rookie qu'il a faite.
Exactement. Bah, tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que j'allais dire. Le plus important, effectivement, le plus difficile, même, c'est quand on a été une surprise avec, tu l'as dit, 12 victoires, 5 défaites, c'est de confirmer. Donc pour ça, ils ont essayé d'armer un petit peu ceci, de surfer sur le pouvoir d'attraction qui est Jaden Daniels, qui lui aussi jouera avec beaucoup plus de pression, puisqu'il sera attendu cette année, puisque tout le monde aura lu et décrypté son jeu. Donc du coup, l'arrivée par trade de Deebo Samuel, ils ont prolongé Terry McLaurin, Scary Terry. Donc ça lui donne des cibles. On laisse partir malgré tout Brian Robinson Jr. toujours chez Seb. Et puis surtout, on a été chercher Laremy. Non, chez les 49ers. Il n'est pas chez Seb. Non, il y a pas de place chez moi. Voilà, on tient à préciser qu'il n'est pas... Ah si, je le vois derrière. Oui. Coucou, Brian. Voilà, mais surtout c'est qu'il faut lui faire à manger et... Ouais, et puis t'as vu ce que ça bouffe un running back, toi? Non mais t'es gentil. Ouais, je crois, Seb, tu feras attention, je crois que Brian is in the kitchen. Non mais vous rigolez à ce type de blague. Non mais oh là là. Et elle était bonne en même temps. Le prénom, elle était très bien. Les gars, vous aurez double prime, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Hein. Rigolez pas ces blagues. Mais bon, bref. Non, mais après, c'est une équipe qui va avoir besoin de confirmer. Le problème par rapport à d'autres équipes qui ont été dans le même schéma, moi je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec les Houston Texans, c'est qu'ils n'ont pas la même division autour d'eux, donc ça va être compliqué. L'objectif, effectivement, ça va être de détrôner Philadelphie. Est-ce que c'est possible? On va le voir un petit peu plus tard. Est-ce que c'était une saison qui a surfé sur une bonne dynamique ou cette année, est-ce qu'ils vont se prendre les pieds dans le tapis? C'est difficile à dire avec les équipes qui ont fait des surprises comme ça. Donc, moi, j'attends de voir. Ils ont renforcé. Est-ce qu'ils ne sont pas mis aussi des boulets aux pieds? Je pense notamment avec Deebo Samuel, qui l'année dernière a fait une saison un peu sinusoïdale. Donc, bon, on va voir. Ça, c'est un mot que Vince, il n'aurait pas passé. Hein. Sinusoïdal, ça ne serait pas passé. C'est sûr, ce serait pas passé. Oui, d'accord. Oui, donc moi, j'attends d'eux une confirmation, se requalifier pour les playoffs, et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est loin d'être gagné. Le saviez-vous, et c'est une vraie statistique, et vous le savez si vous lisez les articles sur The Playoff, puisque un excellent article a été rédigé à ce propos ce mercredi après-midi, les Washington Commanders ont l'effectif le plus vieux de toute la NFL. Ils ont 28,4 ans de moyenne d'âge. C'est même pire que ça, c'est même le plus vieux en moyenne d'âge depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu un effectif aussi vieux en moyenne d'âge, des 53 donc retenus en NFL. Jusque-là, le record appartenait aux Saints en 2023 et aux Raiders en 2017, je crois, avec 27,7 ans. Et donc là, c'est 28,4 pour les Commanders. Alors après, c'est vrai que c'est quelque part étonnant quand tu considères l'âge de leur quarterback qui est assez jeune, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été rajoutées pendant cette intersaison avec Deebo Samuel, avec Tunsil, avec beaucoup de joueurs qui sont venus renforcer. Ça peut être une force, cette expérience en plus, ça peut leur apporter immédiatement une chance d'aller encore plus haut et donc forcément au Super Bowl. Ils ont connu une intersaison tranquille pour la première fois depuis fort longtemps, les Commanders. Par tranquille, j'entends qu'il n'y a pas eu de coach viré, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu d'histoire de caméra dans les vestiaires des cheerleaders ou des petites choses comme ça. Donc le but, c'est de capitaliser sur leur très belle saison de 2024 et leur jeune quarterback. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des ajouts sur les deux lignes et on a fait venir un playmaker en attaque. Leur but, c'est vraiment, au-delà de capitaliser, c'est de construire une équipe qui soit candidate au titre de conférence autour de Daniels. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Laremy Tunsil de Houston, 5 Pro Bowl à son actif sur l'offensive line pour la booster, parce que cette ligne offensive, elle a quand même concédé 50 sacs la saison dernière. On fait venir Deebo Samuel, ça fait une cible en plus de Terry McLaurin, qui a donc re-signé une entente. Et n'oublions pas également
Noah Brown, discret mais sous-estimé, mais qui s'est illustré la saison dernière, et avouez tout de même que McLaurin, Noah Brown sur les ailes et Deebo Samuel dans le slot, ça vous donne quand même une attaque aérienne qui a une bonne tête. Les deux tight ends sont de retour, Zach Ertz et John Bates. Zach Ertz avait fait une très bonne saison en 2024. Parlons-en d'expérience. Zach Ertz, en parlant d'expérience, voilà, Zach Ertz, je pense qu'il fait monter la moyenne d'âge du club avec d'autres. Von Miller, Bobby Wagner. Voilà, Bobby Wagner, je pensais à lui. Du côté des running backs, Brian Robinson Jr. vient de partir. Et alors, si je ne me trompe pas, et à moins que j'ai manqué un mouvement, ça laisse Austin Eckler, Jerry McNichols et le rookie Jackery Croskey-Merritt. On va voir ce qui en ressortira. Eckler, c'est surtout un spécialiste de troisième down. C'est pas forcément un running back sur qui tu peux mettre la balle 20 fois sur le ventre pendant un match. En défense, donc, ils se sont séparés de Jonathan Allen, mais ils ont embauché 7 defensive linemen, dont Javon Kinlaw, ex-49ers. Il a disputé ses 34 matchs lors des 2 dernières saisons. Il rejoint Daron Payne et Jerzan Newton. Et ça, sur le poste, ça va donner une rotation qui va être plutôt musclée. Du côté des defensive backs, arrivée de Jonathan Jones de la Nouvelle-Orléans et du safety et cornerback Will Harris de la Nouvelle-Orléans. Ils rejoignent Marshawn Lattimore qui est arrivé en cours de saison. Et le de la Nouvelle-Orléans. De la Nouvelle-Orléans aussi. Et le rookie Trey Amos de Ole Miss. Et surtout, on va garder en tête la révélation de 2024, le cornerback, alors j'écorche son nom à chaque fois, Mike Sennery-Steele, 93 plaquages, 14 passes déviées en 2024 et qui a joué l'intégralité des matchs, 19 matchs, playoff inclus, la saison dernière. Et il est aussi à l'aise en extérieur que contre le slot. Du côté des linebackers, on a parlé de Bobby Wagner. Alors, il vieillit, mais il reste un leader dans le vestiaire et sur le terrain. Il a joué 99% des snaps de l'équipe en 2024. Il a enregistré sa 13e saison de suite à 100 plaquages. Cet homme est une machine avec des capacités énormes contre le jeu au sol. Il ancre ce corps de linebacker avec Frankie Luvu, 99 plaquages et 8 sacs la saison dernière. Jordan Magee, toujours linebacker, rookie la saison dernière, a vu sa saison écourtée. On attend un retour en forme. Et ils ont drafté également Kane Madrano de UCLA au 6e tour. 4,46 au 40 yards lors du combine, c'était le meilleur temps de l'épreuve. Donc en résumé, Washington, ils se sont occupés de leurs besoins pendant l'intersaison, plus d'armes en attaque, une meilleure protection pour leur jeune QB. Ce qui leur manque, c'est un pass rusher qui pourrait faire la différence, et c'est peut-être là que ça va pêcher un peu de leur côté quand on sait à quel point le pass rush a été important dans la victoire des Eagles la saison dernière. Mon Bertrand, quelque chose à rajouter ? Bah écoute, ça va très bien développer l'ensemble des choses que j'allais même aborder juste sur Jackery Croskey-Merritt. Pour le coup, lui, je pense qu'il va vraiment prendre une part essentielle du jeu, puisque s'ils se sont libérés de Brian Robinson Jr., c'est qu'ils sentaient bien qu'ils avaient la place avec ce qu'ils avaient sur le banc. Il a fait une bonne pré-saison, le petit jeune. Bah ouais, c'est pour ça. Et en fait, il voit les plus grands espoirs en lui, donc je pense que lui va aussi prendre le lead là-dessus. D'ailleurs, petite aparté, tu peux pas m'en empêcher, hein, malheureusement, Flav, j'adore ça. N'hésitez pas aussi à lui faire confiance dans mon fantasy, parce que pour le coup, voilà, je pense qu'il va prendre une place beaucoup plus importante que Austin Eckler. Mais au-delà de ça, sur le reste de la franchise, en fait, c'est surtout que l'équipe ne pourra plus se cacher au niveau des Washington Commanders. On verra bien s'il y aura le syndrome, comme le disait Yaya, sur deuxième année de Jadon Daniels. Rien n'est moins sûr. Effectivement, il y en a qui prennent le mur de plein fouet, d'autres pas. Donc, si pas, ça permettra justement aux Commanders de confirmer, on va dire, pour la suite. Et là, par contre, ils pourront plus se cacher, parce que c'était la bonne surprise, mais maintenant, ils seront attendus aussi dans le niveau. Von Miller, on en a parlé de l'âge de l'effectif. Von Miller, il est là aussi avec ses 36 ans. Il y a beaucoup d'expérience. Est-ce que c'est ça que le staff des Commanders cherche à avoir, c'est de l'expérience au-delà de la jeunesse uniquement? Bon, voilà, ça répond à tous ces éléments-là. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que pour le coup, moi je trouve qu'ils ont une bonne carte à jouer durant leur saison. Trop juste face aux Eagles, peut-être trop juste face à de gros cadors par rapport à leur calendrier également qui est bien fourni.
mais ils seront capables je dirais, de passer, si tout se passe bien. Ils seront capables de passer face à d'autres franchises qui avaient beaucoup moins de mal que les Giants, hein, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, sur les équipes qui sont moyennes moins ou moyennes. Et là, je pense qu'ils peuvent très bien faire une très bonne saison de nouveau durant cette année. Alors après, leur position en play-off ou pas, ça dépendra aussi de la manière dont ils vont gérer leur saison. Et ce sera de toute façon vos prédictions de fin de podcast, puisqu'on rappelle qu'à la fin du podcast, vous nous donnerez tous les trois votre classement de la NFC Est, avec donc un nouveau champion, hein, puisque Yaya va nous rappeler cette stat, comme quoi depuis maintenant 493 ans de manière consécutive, le champion de la NFC Est n'est pas le champion de l'année précédente. Donc ça fait plaisir de nous le redire. Je sais, il y a 493 ans, il n'y avait pas de NFL, je suis au courant. Merci à tous ceux qui enverront des messages pour corriger. Ce n'était pas une erreur. En parlant d'erreurs, ceux qui n'en sont pas, les Philadelphia Eagles. Alors, les Eagles de Philadelphie, la saison dernière a été particulièrement, comment dirons-nous, fructueuse pour les Philadelphia Eagles, puisque alors elle n'a pas été parfaite, puisqu'ils nous ont eu des défaites quand même dans le petit chemin, bon pas beaucoup, 14 victoires, 3 défaites dans cette saison, c'est le bilan inverse donc des New York Giants, hein, faut-il le rappeler. 14 victoires, 3 défaites, et ensuite un parcours jusqu'au Super Bowl remporté assez facilement face aux Chiefs de Kansas City. Cette équipe des Eagles qu'on a dit souvent très complète, avec une défense particulièrement affûtée. Bon Seb, cette année, ça a l'air de repartir grosso modo sur la même chose. Attention peut-être au départ de Kellen Moore, le coordinateur offensif qui est parti pour son poste de head coach chez les Saints. Mais ça reste une équipe qui est sur le papier diablement complète encore pour 2025. Diablement complète, avec quand même quelques trous créés par des départs en free agency. Tu parlais du nouveau coordinateur offensif, effectivement, c'est Kevin Patullo. La question qui se pose, c'est conservera-t-il la même jeu que son prédécesseur, cette philosophie qui était très axée sur le jeu au sol. On ne sait pas encore. Saquon Barkley a réussi bien sûr une saison hors commun l'année dernière avec ses 2005 yards et 13 touchdowns au sol. Il est resté en bonne santé toute la saison. Les Eagles ont ajouté A.J. Dillon, transfuge de Green Bay, pour ajouter de la profondeur sur ce poste de running back, mais Dillon, il a été out tout 2024 en raison d'une blessure au cou, et son nombre de yards moyens par portée est sur le déclin depuis 3 saisons. Parlons du quarterback. Jalen Hurts, en lançant 2903 yards la saison dernière, a réalisé son plus petit nombre de yards lancés depuis ses débuts en tant que pro, mais il est dans une équipe où il n'a pas besoin de lancer 400 yards par match, et il faut rajouter qu'il a mis également à son profit 630 yards au sol et 14 touchdowns. A.J. Brown, seulement 67 réceptions en 2024, mais 1079 yards, 6 touchdowns et une moyenne hallucinante de 16,1 yards par réception. N'oublions pas qu'il a manqué 4 matchs, et il va sans doute y avoir un problème de profondeur chez les wide receivers, chez les Eagles. L'offensive line reste forte malgré le départ de Mekhi Becton. Le guard Landon Dickerson et le centre Cam Jurgens sont tous les deux connus de Pro Bowl. Lane Johnson et Jordan Mailata forment la meilleure paire de tackles de la ligue. C'est une ligne qui est bien ancrée. En défense, Vic Fangio est toujours là. Départ de Josh Sweat, de Milton Williams et de CJ Gardner-Johnson. Jalen Carter est toujours présent. Il ancrera la ligne défensive avec notamment ses 12 plaquages pour perdre en 2024. Il aura toujours Jordan Davis à ses côtés. Ils ont drafté Ty Robinson, leader NCAA en quarterback hits la saison dernière, pour parer au départ des cadres qui sont partis. Sur les ends, arrivée de Aziz Ojulari des Giants en rotation avec Jennings Hunt.
Et surtout, chez les linebackers, ils ont re-signé leur machine à plaquer, Zach Bond. Et derrière, pas trop de soucis à se faire avec Quinion Mitchell et Cooper DeJean qui ancrent le backfield et le retour de Reed Blankenship en safety. Donc il y a des bases très sérieuses pour un doublé. Moi, je me pose quand même une petite question sur la philosophie de l'attaque. Est-ce que si le jeu devait plus s'ouvrir, elle sera autant à l'aise, ou est-ce que on va décider du côté de Kevin Patullo de garder Jalen Hurts toujours dans ce même confort qui lui réussit, quitte à ce que statistiquement, on estime qu'il soit pas si impressionnant que ça, mais on est en NFL, ce qui compte, c'est les victoires et les résultats. Tout à fait. Les victoires et les résultats, c'est ça qui compte. Et les Eagles, ils en ont quelques-uns à leur actif. Est-ce que pour toi, Yaya, cette équipe a une faiblesse? Sur quoi on peut battre les Eagles? Sur quoi on peut battre les Eagles? Sur le terrain? Mais tu sais, ça me rappelle un célèbre penseur qui s'appelle Waik, qui quand je lui demande comment ils vont faire, en jouant. Oui, merci. Oui, c'est à peu près le même. Voilà, tout à fait. Non, plaisanterie mise à part, l'excès de confiance peut être la seule chose. Être pris à la gorge s'ils ne sont pas prêts. On sait que le but en NFL, c'est de gagner. Toi, tu ne le sais pas avec tes Saints. Mais le but, c'est ça. Et une fois que tu as gagné, c'est de continuer à gagner une fois que tu as mangé, avoir toujours faim. Donc, pour moi, c'est ça qui va être le gros souci. C'est la capacité. Tu penses vraiment que les Eagles, ils vont se dire ça y est, on a gagné une fois, c'est bon, on va peut-être s'arrêter là? Parce que dans les discours, ils ont plus l'air d'être partis sur on veut être la nouvelle dynastie des années 2020 et remplacer les Chiefs, plutôt que c'est bon, on a gagné une fois, maintenant les gars, on va lever les pieds. Oui, mais après, les discours de façade, et après, tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'inconscient. Donc voilà, après, pour moi, ça va passer par une seule chose, c'est la santé de Saquon Barkley. Si Saquon Barkley reste en santé, et on sait qu'il a eu des problèmes par le passé, mais bon, et qu'il est sur la fiche de Madden. Et la Madden Curse. Oui, j'allais en parler. Donc pour moi, c'est ça qui va déterminer surtout la possibilité des Eagles à aller loin, voire se succéder à eux-mêmes. Ils connaissent le chemin. Ils ont un meneur d'hommes. Alors on en pense qu'on en veut. Moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais on est obligé de dire que Nick Sirianni est un grand coach. Bon, là-dessus, ils arrivent à bien renouveler l'effectif. Effectivement, ils ont tout pour créer une dynastie. Mais on sait que les dynasties, les back-to-back, il n'y en a pas plus que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Donc, à voir. Mais on sera très vite fixé et dès le milieu de saison, on sera fixé sur s'ils sont capables. Mais Seb a bien tout résumé. Pour moi, effectivement, leur objectif pour eux, c'est que Jalen Hurts reste toujours dans les standards de l'année dernière, puisque avec un Saquon Barkley qui domine sur le sol. Bon Bertrand, les Eagles toujours aussi forts ou un peu moins forts que l'an dernier? Plus prenable que l'an dernier? Le mot plus prenable que l'an dernier, non. De toute façon, Seb, il a très bien développé l'ensemble des éléments de l'équipe. Moi, je vais rebondir sur que 2-3 points. La profondeur de la ligne offensive. Il y a eu le départ de Jason Kelce auparavant. Et là, donc, c'est Cam Jurgens qui prend il y a 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Cam Jurgens qui a pris le relais et on sait que ces histoires aussi de touche-push, etc., sont toujours aussi efficaces. Mais il y a une profondeur qui est moins importante quand on regarde la depth chart. On sent que s'il y a un pépin à un moment donné sur les 5 qui sont titulaires, ça risque d'être, je pense, un petit peu plus compliqué pour gérer les matchs. Au-delà de tout ça, c'est une machine de guerre, quoi. Gérée par Howie Roseman, qui est lui aussi vraiment très, très, très fort. Chaque année, on se répète des bons choix, même quand ils perdent des joueurs. Ils ont toujours Vic Fangio comme coordinateur défensif et qui va faire, là, ils étaient l'une des équipes qui, en défense, qui encaissait le moins. C'était à 17,8 points par match. Voilà, ça veut tout dire. De toute façon, on gagne en ayant une bonne défense. On a une continuité. Comme je disais tout à l'heure, Zach Bond a re-signé. Pour le coup, donc
voilà, les éléments qui doivent être signés sont re-signés, des ajouts, de jeunes ajouts qui arrivent sont là également. Il y a un bon équipe dans cette équipe. Il y a 2 receveurs élites entre Devonta Smith et Edgy Brown. Jalen Hurts qui sait courir autant que passer. Voilà, si Saquon Barkley ne se fait pas une jambe à un moment donné, mais bon, a priori, depuis qu'il a changé de terrain, il est parti du MetLife Stadium, a priori, le Lincoln Financial Field lui réussit plutôt bien, donc pour le coup, je vois pas pourquoi ça changerait. L'an dernier, le MetLife Stadium lui avait bien réussi quand il était revenu contre les Giants. C'était pas. Bon, en fait, il a fait qu'un match, donc au final, il en a pas fait 17 ou 14, enfin moins, puisque quand il se blesse, il en fait plus de 10. Mais bon, mais globalement, au final, je veux dire, si tout se passe bien, ben voilà, c'est une équipe qui, sans assurer que ce soit le Super Bowl de nouveau, là, c'est du play-off, et puis du play-off jusqu'à voir plus loin, et peut-être jusqu'au bout. Maintenant, le doublé, c'est plutôt compliqué. On verra bien, mais c'est sûr que c'est une machine de guerre, très, très, très forte. Attention, on en a parlé avec les Giants, mais la remarque est aussi vraie, évidemment, pour toutes les équipes de cette division NFCS, c'est le calendrier. Attention au calendrier aussi des Eagles, qui va pas être facile. On va prendre juste les 5 premiers matchs. C'est Dallas, Kansas City, Rams, Buccaneers et Broncos. Potentiellement, que des équipes playoffables. Mais comme ils sont déjà en position de force, je dirais que c'est plus les autres qui ont peur de les affronter que l'inverse. Alors, oui et non. Enfin, oui, mais on sait aussi que ces grosses écuries, des fois, il leur faut aussi, et avec les changements de coordinateur, quelques petits jours, si ce n'est pas quelques semaines, pour se mettre dans l'ambiance. Et quand tu fais déjà les 3 premières semaines Dallas, Kansas City, Rams, t'as intérêt à être prêt tout de suite quand même, parce que s'il y a des petits ajustements à faire, ça peut déjà te mettre un petit peu moins bien. L'an passé, il commence par un 2-2, hein. Oui. Et on dit tous, mais qu'est-ce qui se passe du côté des Eagles? Le pire, c'est que l'an passé, il commence par 2-2 et on dirait, la profession, la presse dit rien parce qu'on a tous les yeux ailleurs, en fait. Les Eagles, on s'est rendu compte. Voilà, non, peut-être pas. Mais voilà, on regarde tous du côté de Détroit. Au bout de 3 journées l'an dernier, quelque chose d'immense se passe. On a tous les yeux sur Minnesota parce qu'ils surperforment. On a tous les yeux sur Kansas City parce que ça gagne, mais c'est pas terrible. Et les Eagles, ils passent quasiment sous le radar de tout le monde jusqu'à la 10e ou 11e journée. On commence à se dire, ah mais dites donc, eux, ils sont en train de casser les bouches de tout le monde. Voilà, tiens, mais ils sont là. Et c'était l'inverse la saison d'avant. Oui, parce qu'ils étaient annoncés comme grand vainqueur de la division. Oui, et où il caracolait en tête et que la fin de saison régulière avait été catastrophique. Oui, mais l'année dernière, souviens-toi, on se demandait à la 4e journée si Sirianni n'était pas sur un hot seat. Oui, ça c'était honnêtement, c'est du panic button. C'était des discours de journaux. Voilà. Oui, c'est pas. Moi, je me souviens de quelqu'un ici présent qui voulait lui mettre la tête sur le bio, n'est-ce pas, Flav? Je m'en souviens pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là, c'est nul. Non, mais on peut pas faire des fake news. Non, mais vous voyez, enfin, je pense que si monsieur, un certain François B, actuellement Premier ministre de la France, peut-être plus pour très longtemps, veut m'appeler pour qu'on puisse parler des addictions et des sensibilisations envers la jeunesse, n'hésitez pas, parce qu'on a un très bon spécimen qu'on peut emmener dans les écoles pour montrer les ravages de toutes les addictions. C'est absolument terrible, ce pauvre Yaya. Et depuis son anniversaire, j'ai l'impression que c'est pire encore. C'est les vieillir. Ah là là, c'est pas beau. C'est pas beau. Oh là 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 là, il a encore perdu ses cheveux en plus. Non, pour revenir sur le sujet, quant à la difficulté du calendrier, alors, outre le fait que la NFCS est quand même particulièrement bien soignée de ce côté-là, il y a aussi le privilège du champion, qui en général va se cogner tout ce qui est de plus difficile dans la ligue. Donc, t'imagines que les 3 dernières semaines, les 3 dernières semaines, c'est Washington, à Buffalo et Washington. Waouh. T'as intérêt à te qualifier.
intérêt de dire. Vaut mieux que tu sois qualifié. Faut pas que tu aies une faiblesse à un moment parce que. Mais voilà. Aller à Buffalo le 28 décembre, ça va pas être un cadeau, je te le dis. C'est le privilège, entre guillemets, du champion. Moi, je pense qu'ils ont les armes pour s'en sortir. Ils ont les armes, ils ont clairement le vent en poupe. Ça va être très intéressant de voir s'ils peuvent répéter. Effectivement, il y a un potentiel de dynastie, et des potentiels de dynastie, il y en a eu d'autres, pas si longtemps que ça, et qui n'ont pas porté leurs fruits. Est-ce que ce sera la nouvelle dynastie de la NFC? On va voir, pourquoi pas. Bien, on passe aux prédictions, les amis. Vos classements de la 4e à la première place. Voilà. Et puis après, on fera les équipes qui sont en playoff ou non. Mon Yaya, 4e à la première place. NFCS, je t'écoute. 4e, Giants. 3e. On voit qu'il a bien préparé son classement. Non, beau, mais parce que ça s'appelle un truc. J'hésite encore jusqu'au dernier moment. Je vais dire les J'hésite entre Cowboys. deux, mais il n'y a que 4 équipes dans la division. Je vais dire en 3 les Cowboys, en 2 les Eagles, en 1 les Commanders. Très bien. Si parce que ça fait combien? Non, mais blague mise à part, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un champion qui a fait 2 champions en NFCS de suite? 22 ans, je crois. On doit être à 22 ans. Plus de 20 ans. Mon Bertrand, même chose, 4e à la première place. 4 Giants, 3 Cowboys, 2 Commanders, 1 Eagles. Donc comme l'an dernier, autrement dit. Je suis en train de réfléchir, c'est pas qu'il y a eu une coupure, c'est que je me dis, si les Giants sont derniers de div avec 7 victoires... Eh bien, j'annonce Philadelphie à 19 victoires à la fin de la saison régulière. Il va y avoir un bon nombre d'équipes en play-off, là, dans le NFC. Mon cher Seb. Eh bien, je vais faire preuve d'une originalité absolument folle. Accrochez-vous bien, restez assis. Giants en 4, en 1, Giants, Cowboys en 2. En 3, Cowboys. En 2, Commanders. En 1, Eagles. Et je vois à nouveau les Commanders et les Eagles qualifiés pour les playoffs. Donc pas les Cowboys. Donc pas les Cowboys. Bah, le problème de la NFC, c'est que à l'ouest et au nord, c'était pas les corons, mais ça risque d'être des qualifications. Voilà, ça risque de prendre la place, et une fois de plus, Dallas. Enfin, c'est pas un cheap shot envers les fans des Cowboys, pas du tout, mais j'ai du mal chaque saison, à savoir à l'avance ce qu'on aura. T'imagines, si t'as les Giants qui sont vraiment derniers de div avec cette victoire, ça se trouve ils seront meilleurs que le premier de la NFC Sud. Et alors là tu vois la polémique autour de la qualification sur les playoffs qui devrait se faire au classement et pas au classement de division. Là, tu vas voir si on va pas en entendre parler dans ce podcast. Ça nous fera déjà un débat du mercredi. Alors là, moi personnellement, je reste sur l'ancien régime et je suis contre cette nouvelle tendance d'avoir le meilleur résultat. Bon Bertrand, on t'adore, mais c'est pas le débat. On a dit qu'on le faisait plus tard dans la saison, le débat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Seb abordait le sujet et que je pense que malgré tout, même si les Giants finissaient à cette victoire est meilleur qu'une des équipes de NFC Sud, pour le coup, moi, ça me dérangerait pas. Tant pis, ça ferait parler, mais ça serait. On a qu'à mettre les Giants sur NFC Sud. Je suggère qu'on est dans la médiocrité. Lorsque les Giants finiront derniers avec cette victoire, c'est pas pour demain. Je pense qu'on a de la marge pour. C'est pas faux. Après, il peut toujours y avoir un ouragan là-dessus. Il peut y avoir un ouragan en Tampa Bay qui rebat les cartes. C'est la saison des ouragans. C'est la saison des ouragans. Bientôt. Entre septembre et janvier. Mais bon, ça peut toujours. Mais c'est pas sûr.
pas sûr. C'est là-dessus, je crois qu'on va terminer ces previews 2025. Encore une fois, si vous avez manqué une division, tout est encore consultable sur les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Spotify, Deezer, toutes les plateformes, vous pouvez aller retrouver tous les anciens épisodes. N'hésitez pas à les écouter et à les partager aussi avec vos connaissances. On sera ravis d'accueillir de nouveaux auditeurs pour cette saison 2025 qu'on lancera en grande pompe ce mercredi 3 septembre à 21h en live sur Twitch et sur YouTube avec le live prédiction. Il y aura moi, il y aura Yaya, il y aura Seb, il y aura Vince, il y aura Nathieu, il y aura Wake qui viendront nous donner leurs prédictions de la saison 2025 avec notamment les catégories. Ce sera, je vous l'annonce déjà, le top 3 à la draft de l'an prochain, les 8 champions de division, l'affiche du Super Bowl et le vainqueur évidemment du prochain Super Bowl. Voilà, ce sera les différentes catégories que nous aurons et dont nous débattrons pendant cette heure au moins d'émission qui pourrait aller jusqu'à où, on ne sait pas. Et vous, dans le chat, vous serez là pour nous vers l'infini et au-delà. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit donc à mercredi 3 septembre en direct pour le podcast prédiction. Et très bon dernier week-end sans NFL. Profitez-en si vous n'aimez pas ça. Regardez du college football. Voilà, regardez du college football parce qu'après vous avez 18 semaines de suite, de saison régulière pour vous régaler tous les dimanches. Ça va être absolument fantastique. Bon week-end à tous et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.